Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le gouvernement tchadien s'attelle au problème du chômage des jeunes. Dans le programme dédié à l'emploi, priorité est faite à la formation professionnelle. Le procès de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, s'ouvrira le 20 juillet prochain au Sénégal. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et la première promotion de la maison École du Congo se lance sur le marché du travail. Cette structure offre une formation à des jeunes filles déscolarisées. Depuis 2013 et le lancement du plan national de développement, l'emploi des jeunes est devenu une priorité au Tchad. Parmi les solutions avancées par le gouvernement, il y a la formation professionnelle et le soutien au secteur privé. Des programmes de recrutement sont également prévus. Emmanuel Milimono. L'État du Tchad envisage d'offrir de l'emploi à environ 10 000 jeunes d'ici à 2016. Une réponse au manque d'emploi qui frappe une grande partie de sa jeunesse. La population en âge de travailler est estimée à 4,8 millions de personnes. Le chômage des diplômés est devenu une préoccupation nationale. Outre ce vaste programme de recrutement, les efforts du gouvernement tchadien se tournent également vers le renforcement du secteur privé afin de permettre à ces derniers de participer à la réponse à la question de l'emploi dans le pays. D'ici 2 mois, nous allons organiser ici au Tchad un forum pour l'emploi des jeunes. L'objectif, c'est en 2016 arriver à recruter plus de 10 000 jeunes, toutes catégories confondues, tous diplômes confondus, et faire en sorte que le secteur privé soit redynamisé pour créer de l'emploi. La question de l'emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et autres couches vulnérables, constitue un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement du Tchad. Elle figure au premier rang des priorités du plan national de développement 2013-2015. Les autorités prévoient également de promouvoir une politique de formation professionnelle afin de toucher le maximum de personnes. Faire en sorte qu'à travers des formations adaptées, des formations professionnelles adaptées, qu'on puisse donner la chance à ceux qui n'ont pas pu continuer loin dans leur cursus scolaire, leur formation. En dépit du contexte international difficile, la dynamique de croissance enregistrée au cours des 10 dernières années a favorisé une gestion budgétaire globalement satisfaisante au Tchad. L'environnement des affaires, qui constitue un déterminant non négligeable de l'investissement, s'est relativement renforcé. Des programmes centrés sur le renforcement de l'employabilité et l'insertion dans l'emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et d'autres groupes vulnérables, sont mis en œuvre. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi est condamné à la peine de mort. L'ex-chef d'État, destitué par l'armée en 2013, a été reconnu coupable d'évasion de prison et de violence durant la révolte de 2011. Une centaine d'autres accusés, dont des dirigeants éminents de sa confrérie des Frères musulmans, ont également écopé de la peine capitale. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Jemal Taleb. Ce verdict, qui n'était de toute façon pas attendu tel qu'il était, est évidemment assez sévère. Il consacre bien entendu donc une chose nouvelle, la condamnation à mort d'un ancien président. La deuxième chose, c'est qu'il consacre définitivement la rupture entre les Frères musulmans et le gouvernement du président Al-Sisi. Et puis, en même temps, cela démontre encore une fois que nous ne sommes pas du tout dans une logique d'apaisement, mais plutôt dans une logique où, en définitive, on a choisi de camp. Alors, la population égyptienne est sans doute assez partagée, le regard des pays voisins est sans doute aussi partagé, et puis le regard fondamental et important, donc des monarchies du Golfe qui soutiennent encore la confrérie des Frères musulmans. Mais enfin, c'est un choix qui a été fait donc par la justice égyptienne. Il faut souhaiter donc que ce soit plutôt la justice égyptienne qui l'ait fait et pas du tout une injonction politique. Mais enfin, le verdict est assez lourd, il concerne l'ancien président, il concerne surtout beaucoup d'autres membres de la confrérie des Frères musulmans. On verra bien dans les prochains jours si la situation telle qu'elle est maîtrisée, tout semble évidemment qu'il y a une maîtrise absolue de la situation, va se confirmer, et auquel cas, ça va sans doute sonner une débat générale de la confrérie des musulmans et probablement une difficulté à l'avenir quant à la relation avec celle-ci, qui, ne nous faisons pas d'illusions, est assez ancrée dans la société égyptienne aussi. Au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont annoncé la date du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré pour le 20 juillet prochain. L'ex-chef d'État est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce sera la première fois qu'un ancien président africain sera jugé sur le continent, dans un pays qui n'est pas le sien. Ibrahima Djoumaba. Le procès Hissène Habré va se tenir le 20 juillet 2015.
L'annonce a été faite par un communiqué des chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ancien chef de l'État du Tchad en exil politique au Sénégal depuis 1990. Un procès historique qui sonnera le tocsin de la fin de l'impunité des dirigeants africains aux yeux de certains observateurs. Ce qui est important à travers ce procès, c'est aujourd'hui de lutter contre l'impunité. Les Africains qui reprochent à la Cour pénale internationale de ne juger que des Africains peuvent juger leurs dirigeants sur leur propre sol, c'est déjà une victoire. Le procès Hissène Habré est l'occasion pour les organisations des droits de l'homme de maintenir le plaidoyer auprès de l'Union africaine pour éradiquer l'impunité en Afrique. Cependant, ces organisations demandent le respect d'un procès équitable. Que Hissène Habré puisse bénéficier de la défense et que également les procédures se déroulent dans des conditions respectant le droit à un procès équitable. Et nous allons également mener des activités de plaidoyer en direction des États africains pour que cette première décision de l'Union africaine de s'impliquer à juger les présidents africains sur le sol africain puisse faire tache d'huile. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 avant d'être renversé par le président Idriss Déby Itno. Il était depuis lors en exil politique au Sénégal depuis 1990. Il a été arrêté le 30 juin 2013. Depuis le 2 juillet 2013, il a été inculpé et placé en détention préventive. L'ancien directeur général d'Ecobank, Thierry Tano, vient d'obtenir auprès du tribunal de commerce d'Abidjan la condamnation de la filiale ivoirienne du groupe panafricain. Celle-ci devra lui payer 8,75 milliards de francs CFA. Pour rappel, Thierry Tano avait été limogé en mars 2014 à Ouarbarkala. En Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan a statué en faveur de Thierry Tano, ancien directeur général d'Ecobank et actuel secrétaire général adjoint à la présidence ivoirienne, ce vendredi 15 mai. Le tribunal a condamné le groupe panafricain à verser 5,7 milliards de francs CFA pour rupture de contrat abusive et 7,5 milliards de francs CFA pour diffamation et injure. La décision qui a été prise par les différents tribunaux à l'encontre d'Ecobank vis-à-vis de son ancien dirigeant est une décision qui n'apporte pas un coup fatal à la banque. Bon, il est vrai que les montants qui sont réclamés par l'ancien président de la banque, à savoir M. Tano, sont relativement énormes. La banque estime que M. Tano obéit à la législation anglaise, dont c'est la Haute Cour de Londres qui, en principe, a d'ailleurs envoyé une injonction à l'ancien président Tano en lui interdisant de faire exécuter les décisions qui ont été prises par le tribunal d'Abidjan et par le tribunal du travail de Lomé. La plus grande banque privée panafricaine a décidé de ne pas en rester là. Dès l'annonce de la condamnation, le groupe a décidé de contester la décision. Ce que M. Tano réclame vaut plus que la moitié du capital d'Ecobank Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que nous faisons certainement appel de cette dernière décision. De son côté, Thierry Tano n'a pas commenté la décision de justice prononcée en sa faveur. Au Congo, la première promotion de la maison école vient de se lancer sur le marché du travail. Une entrée dans le monde professionnel qui reste encore difficile. La structure offre en effet une formation à des jeunes filles déscolarisées, mais l'accompagnement post-formation fait encore défaut. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. La première promotion de la maison école peine à être autonome. Fruit d'une coopération entre le gouvernement congolais et la Fondation Congo Assistance, cette initiative a permis de former des jeunes filles déscolarisées et désœuvrées dans les métiers de l'hôtellerie, la coupe-couture ou la broderie. Mais pour la plupart d'entre elles, il est difficile de lancer une activité et de se prendre convenablement en charge. À la fin de leur formation, il faut leur procurer des kits de prise en charge, de fonctionnement, parce que nous formons. Et à la fin, il faut des moyens pour leur payer des kits, des machines, des matières d'œuvre, des casques pour les coiffeuses. C'est des filles qui connaissent maintenant bien leur métier, mais il leur manque des moyens pour se lancer. Ces jeunes filles ont participé à une exposition internationale. Venues d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, plusieurs artistes ont exposé leurs produits. Pour les filles issues de la maison école, c'est un espace de visibilité. C'est très joli. Je veux que les gens de trucs qu'on fait ça dans le mois au moins une fois. Regardez les réalisations de ces jeunes. Au départ, ils n'avaient rien.
Ils ne connaissaient rien. Mais maintenant, même dans les quartiers, ils fabriquent, ils vendent. Comme la maison école, le Congo compte de plus en plus de centres pour la formation des jeunes filles des œuvriers. Seule difficulté, l'accompagnement après la formation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.